Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de l'histoire. Alors Mark Twain avait coutume de dire que l'histoire, si elle ne se répète pas, en tout cas elle rime sacrément. Donc en effet, l'idée, c'est pas de se dire ça s'est passé comme ça dans le passé, donc ça se passera nécessairement comme ça dans le futur. Il faut faire bien attention à comparer, bien évidemment, ce qui est comparable. On entend beaucoup de choses, comme quoi on serait de retour sur les années 30. Peut-être oui, peut-être bien que non. Il y a quand même, c'est toujours pareil, je vous l'explique. C'est un petit peu quand on vous pose la question et que vous voyez un chien et son maître et qu'on vous demande en gros si les deux se ressemblent. Donc à partir du moment où on vous pose la question de cette manière-là, vous allez regarder les éléments qui en effet valident le fait que le chien et l'homme se ressemblent. Mais vous allez vous focaliser en fait sur 5-6 éléments et vous allez en fait tirer la conclusion que en effet le chien ressemble au maître ou vice-versa. Et vous allez complètement occulter, via un biais psychologique bien connu, en fait, les 50 000 autres éléments qui font que le chien ne ressemble pas à son maître. Donc en fait, c'est toujours la même chose, il faut faire attention à ça. À partir du moment où on vous met quelque chose en tête, et ben vous avez tendance, via un biais psychologique, à vouloir le conforter. C'est de la même manière quand vous regardez une voiture qui commence à vous plaire, par exemple, et que vous vous dites ou que votre voisin a acheté cette voiture-là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous la voyez de plus en plus souvent. Ça ne veut pas dire que cette voiture-là, du jour au lendemain, se met à beaucoup plus circuler sur les routes. C'est juste que comme vous vous êtes focalisé là-dessus, et ben, vous le voyez de plus en plus souvent. Donc de la même manière, c'est toujours pareil, c'est le biais psychologique où on cherche en fait à réconforter ses croyances d'une manière voulue ou non voulue d'ailleurs. Et c'est ça justement où c'est de là dont on tire énormément de biais psychologiques. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Mais du coup, je vous ai écrit cet article pour parler un petit peu de ce qui rime. Pas pour dire que ça sera exactement pareil, mais pour vous dire de ce qui rime. Et donc ça permet bien entendu d'être prêt. Et pour moi, un bon investisseur, c'est un investisseur qui est non seulement prêt à ce qui peut arriver via le passé, mais également qui se prépare à l'inattendu, c'est-à-dire qui se prépare en tout temps à ce que les mêmes causes finalement ne mènent pas aux mêmes effets. Donc c'est ça également ce contre quoi il faut se prémunir et ce qu'il faut éviter de penser justement que les causes mènent aux mêmes effets. Il faut faire attention, surtout en bourse, où il y a un aspect psychologique, bien évidemment, qui vient caresser un petit peu tout cet aspect économique, macro. Et pour moi, je préfère toujours regarder ce qui se passe dans les sociétés plutôt que le côté plus macro. Ok, alors on attaque. Comme d'habitude, je vous lis un petit peu tout ça. Donc, c'est basé bien évidemment sur des choses que j'ai lues, des recherches. Et puis cet article-là, je l'avais écrit en 2013. Puis je l'ai réécrit un petit peu en 2016. Et donc à nouveau, je l'ai réécrit un petit peu sur 2019. Donc on attaque. Examinez les archives, rappelez-vous des expériences que vous avez eues à connaître directement. Considérez avec attention ce que vous avez pu lire, entendre ou vous rappeler de l'attitude de tous les grands malchanceux de l'histoire, dans leur vie privée comme publique, et vous vous apercevrez que l'essentiel de leur malheur naît de leur incapacité à savoir quand tout va bien et quand il leur faut s'asseoir tranquillement et s'en satisfaire. Ça, c'est de Adam Smith. On a beaucoup écrit sur les paniques et les spéculations, beaucoup trop pour que l'esprit le plus brillant soit en mesure de s'en faire une idée exacte. Mais une chose est sûre, à un certain moment, beaucoup de gens stupides ont beaucoup de ce stupide argent. Par moment, pour des raisons qui ne sont pas de notre propos, l'argent de ces gens, le capital anonyme du pays, est particulièrement important et avide. Ils cherchent quelqu'un pour le dévorer et trouvent de nombreux candidats. Il en choisit un et il y a spéculation. Il est dévoré et il y a panique. Il n'est pas question de prétendre que tous les cycles économiques avec accélération sont des spéculations qui débouchent sur la panique et la crise. Mais il faut bien avouer qu'à travers l'histoire, le modèle fondation, lancement, ascension, maturité, chute, crise, panique se répète inlassablement comme si l'homme au final n'apprenait jamais de ses erreurs ou, puisque les générations changent, l'homme n'apprendrait jamais des erreurs de ses prédécesseurs. Dans tout nouveau boom économique, il est assez incroyable qu'à chaque fois,
on exagère les profits futurs, et nous voilà en pleine spéculation, en pleine irrationalité, où on achète non pas des faits, mais le rêve d'une croissance souvent artificielle. Lorsque le marché prend conscience de cet artifice, les candidats à la richesse facile retournent leur veste tous en même temps. C'est la panique qui crée l'effet boule de neige et plonge l'économie dans la détresse. Avec la panique, les gens font tout pour devenir liquides. Tout ce qui a fait l'objet de spéculation plonge car les gens vendent par effet domino pour retrouver leur liquidité. Pour éviter les crises financières, que faut-il faire alors que l'on ne semble que répéter décennie après décennie le même modèle? Faut-il fixer l'offre de monnaie à long terme tout en lui rendant son élasticité pendant les crises à court terme? Faut-il laisser faire, prétextant que la panique estompe les excès et que le marché s'autorégule, ou faut-il au contraire que les gouvernements interviennent? Faut-il qu'il y ait toujours un prêteur de dernier ressort? Mais même si ce prêteur de dernier ressort doit exister, ne faut-il pas que le marché sans cesse doute de son arrivée, doute de son existence, pour couper court à la spéculation? Parce que s'il y a toujours un prêteur, si en gros vous partez du principe que vous allez toujours être sauvé, et bien en gros c'est comme s'il n'y avait pas de sanction. Et donc vous faites comme si de rien n'était. Donc c'est ça également qui peut créer des bulles. Dans Candide de Voltaire, la tête d'un amiral est coupée pour encourager les autres. Est-ce finalement ce que les US ont fait avec les Lehman Brothers? Quoi qu'il en soit, il faut toujours annoncer le sauvetage pour éviter une déflation inutile, certes, mais toujours laisser douter le marché sur l'existence réelle de ce prêteur de dernier ressort pour réguler la spéculation. En ce moment, c'est pas trop ça. Je continue de penser que les événements que nous connaissons aujourd'hui et ceux que nous avons connus en 2008 ne sont pas uniques, mais identiques aux mouvements que le capitalisme économique connaît depuis le XVIIe siècle. La nature humaine est la même, je pense donc que les mouvements se répètent. Et il y a notamment eu beaucoup d'économistes qui se sont reposés sur cette loi pour bâtir des cycles économiques type. Parmi eux, on retrouve le cycle de Kitchin de 39 mois, le cycle de Juglar de 7 ans, le cycle de Kuznets de 20 ans. Il est lié aux évolutions démographiques, ce dont j'ai parlé dans une autre vidéo, ce qui lui vaut d'attirer ma préférence, bien évidemment. Et enfin, le cycle le plus connu, malheureusement, je serais tenté de dire, pas le plus indispensable, bien que je le trouve flou personnellement, le cycle de Kondratiev. Bon, il a un petit peu mal fini quand même. Je pense que la spéculation et les phases d'irrationalité naissent lorsque de nouveaux acteurs entrent sur les marchés. Ces acteurs amènent des liquidités supplémentaires, mais entrent souvent attirés par l'appât du gain, donc pour les mauvaises raisons, et sans connaissance réelle des marchés. Ils investissent en moutant et tendent à créer les phases de spéculation parabolique, où le prix payé pour une action n'est jamais rapproché de sa valeur réelle. C'est ce qui permet de construire des bulles, des passages où la cupidité rend les intervenants irrationnels. Lorsque la bourse devient populaire, c'est-à-dire qu'elle attire une population avec une forte aversion pour le risque, c'est que la bulle est en construction. Donc en gros, quand il y a cette irrationalité qui se met en place, c'est-à-dire des personnes qui n'ont jamais voulu investir en bourse parce qu'ils ont peur de perdre leur argent, des personnes qui n'ont pas plus de capital que ça et qui se mettent à vouloir investir en bourse malgré leur aversion pour le risque, malgré le fait qu'ils n'ont pas énormément de capital, ils se mettent à investir la plupart de leurs économies en bourse. À partir de ce moment-là, vous pouvez traiter cela comme une spéculation qui est en train de se mettre en place, et une bulle. Et que ça, en règle générale, ça finit mal. C'est juste une question de temps. Alors, il n'y a rien de plus dérangeant pour son confort et son jugement que de voir un ami devenir riche. Cette phrase, elle est énorme et elle vient de Newton. Cela aura perdu même un homme brillant comme Newton. Donc justement, alors Newton, il faut quand même un esprit brillant. Il faut quand même savoir que Newton, lui, il a investi en bourse et il a gagné une fortune en investissant en bourse, notamment en participant à la bulle, notamment des compagnies maritimes. Et il faut savoir qu'il s'est retiré avec un gain spectaculaire. Et la bulle a continué à se former. Et ses voisins, qui n'étaient pas aussi brillants que lui, Newton avait quand même un certain ego, et justement, ils ont commencé à s'enrichir bien plus que lui, en achetant bien après lui cette action-là, et justement tout le secteur maritime, et Newton n'a pas pu tenir à un moment donné, et il s'est mis à réinvestir. Et il faut savoir que Newton a perdu l'essentiel de sa fortune, qui était considérable à l'époque, justement parce qu'il n'a pas pu
soutenir le fait que ses voisins devenaient plus riches que lui, alors que bien évidemment il était un esprit bien plus brillant qu'eux, et que donc c'était pas normal. Et donc il est re-rentré, alors qu'il avait fait ce qu'il avait dû à faire, et là il a participé à la bulle, et surtout à son éclatement. Et c'est une autre phrase, hein, Newton a dit une autre phrase, il faut savoir que c'était la fin de sa vie, hein, et il a dit justement qu'il pouvait prévoir le mouvement des astres, mais par contre prévoir la bourse, c'était totalement impossible. Donc ça, également, ça fait référence à l'irrationalité des marchés. Alors, ainsi, à partir de ce moment-là, la quête de profit n'obéit plus à des comportements rationnels et normaux. Un nombre croissant cherche à devenir riche rapidement, sans vraiment comprendre ce qu'il faut faire pour y parvenir, et surtout, il ne faut pas s'en donner les moyens. J'ai quand même des personnes, moi, aujourd'hui, qui m'écrivent en me disant « Julien, moi, je veux gagner en bourse, mais je ne veux pas passer 50 heures à me former. » Il y a une petite problématique. Les phases finales des spéculations apparaissent lorsque les fraudes, escroqueries à la Ponzi fleurissent dans les médias. C'est le signal que la spéculation est arrivée à son terme. Donc bien évidemment, quand vous avez le Ponzi, en fait, si vous voulez, vous avez toujours besoin de nouveaux entrants pour que ça tienne, pour que le château de cartes tienne. Donc à partir du moment où il commence à avoir moins de liquidités, moins de nouveaux entrants, et ben c'est là où les pyramides de Ponzi en fait éclatent au grand jour, et en règle générale, c'est ce qui annonce justement la fin de la spéculation, parce que comme il n'y a plus personne qui peut pomper et en ramenant du fric et continuer à pomper le système, et ben c'est là où vous avez le dégonflement de la bulle. Et évidemment, quand ça éclate, c'est l'effet domino dans l'autre sens, puisque les gens vont se mettre à paniquer au fur et à mesure qu'ils perdent leur argent et leurs économies, et là l'aversion pour le risque revient au grand galop. Donc au plus haut de la spéculation, le marché semble hésiter, tout simplement parce que les plus avisés vendent alors que les nouveaux continuent de rentrer. Il y a une certaine balance entre les vendeurs pionniers et les nouveaux entrants. C'est ce qu'on appelle la stagnation après la phase de hausse. Puis, lorsque les vendeurs sont en surnombre, le marché commence à décliner doucement d'abord. Doucement car de nouveaux spéculateurs rentrent dans la danse en voulant profiter de prix bas. Et ils pensent que c'est une opportunité, et toujours sans regarder la valeur réelle de ce qu'ils achètent. On rentre dès lors en une phase de détresse qui fait prendre conscience à un certain nombre de spéculateurs qu'il existe désormais un risque, même si lointain, que certaines entreprises ne puissent pas faire face à leurs engagements. Prenant peur, ils entament une course à la liquidité pour récupérer leur mise. La détresse fait dès lors place à la panique, qui équivaut à un krach du prix des actions. En général, outre la publication de fraudes et d'escroqueries, le premier signal d'un krach sera la faillite de quelques banques entraînées par la faillite d'entreprises à la dette trop importante et au business en mal. Donc en règle générale, quand vous avez des taux bas justement, eh bien vous avez des business qui sont très peu rentables, qui subsistent malheureusement. Ça, c'est derrière la théorie de Schumpeter qui n'est pas réalisée, et donc le libéralisme qui en prend un petit coup. Mais du coup, quand finalement vous avez réellement la crise qui arrive, et ben ces business qui étaient déjà pas rentables lorsque l'économie allait quand même plutôt bien, et ben ils se retrouvent à faire des pertes énormes. Et comme ils ont une dette énorme, le poids de leur dette augmente, et donc ils sont totalement asphyxiés, et ces sociétés-là commencent à faire faillite. Et en règle générale, ces sociétés-là, elles ont été subventionnées pendant des années, malgré le fait qu'elles n'étaient pas rentables, et elles emportent avec elles, bien évidemment, des investisseurs en premier lieu, et puis derrière, ça peut finir même par des banques. Donc, car, voyez-vous, pendant le cycle précédent, les dettes furent amoncelées, car avec la baisse des taux, l'argent ne coûtait pas cher. Mais cet argent est allé se nicher dans des projets avec des rentabilités très faibles. Lorsque le cycle s'inverse, ces rentabilités faibles deviennent pertes importantes, et le poids de la dette n'en devient que plus conséquent. C'est la lente agonie. Les gouvernements interviennent et tentent de sauver les plus importantes pour sauver l'emploi, bien entendu. Donc là, on est contre Schumpeter, contre le libéralisme. C'est la lente agonie. Sauver un business en perte, sans perspective et réinjecter du capital dans des rentabilités pauvres, c'est tout simplement une mauvaise allocation du capital. Finalement, l'État est donc en allouant mal le capital, et ben finalement c'est du capital qu'on ne pourra pas investir dans des vrais business qui sont du futur, qui ont des perspectives et qui créeront les emplois de demain. Donc finalement, l'État est un bien mauvais investisseur en handicapant la croissance future, en allouant mal son capital, voire la destruction créatrice de Schumpeter, pour comprendre le vrai libéralisme. Donc, les prix baissent fortement et les faillites se multiplient. Lorsqu'on s'aperçoit qu'il n'y a plus suffisamment d'argent en circulation pour se retirer en bon ordre,
Cela tourne à la panique. Les banques commencent dès lors à rationner, voire ne plus prêter du tout, ce qui assèche encore plus, évidemment, le marché. La population a alors une panique des portes fermées des banques, c'est le bank run. C'est-à-dire qu'elle a peur que la banque n'ait plus suffisamment d'argent lorsqu'elle se présentera au guichet. S'entame donc une course folle pour être les premiers dans la queue pour retirer son argent, ce qui évidemment est complètement irrationnel et va encore plus enfoncer le système. Étant médiatisée, elle finit par convaincre les derniers retardataires et la population crée elle-même l'objet de sa crainte en créant un phénomène de foule qui va mettre en faillite la banque et ne permettra pas de payer tout le monde, bien évidemment. La panique se renforce donc elle-même par effet boule de neige, comme l'avait fait la spéculation avant elle. La panique prend fin lorsque les prix tombent si bas que de plus en plus de gens sont prêts à prendre le risque de revenir à des actifs moins liquides, ou que les marchés financiers sont fermés en établissant un prix fixe des actifs. Bon, ça, c'est pas arrivé depuis très longtemps. Ou alors par l'arrivée d'un prêteur en dernier ressort qui va remettre de l'argent en circulation et permettre de faire revenir la confiance en satisfaisant la demande des liquidités. Ça aussi, c'est ce qui se met en place à chaque fois, mais ça met du temps, la confiance, pour revenir, bien entendu. Le calme revient en général rapidement lorsque l'on sait que l'argent est là et disponible. Mais il faut un temps pour que ça contamine le marché, en fait, et que chacun en soit plus ou moins persuadé. Le prêteur en dernier ressort, pour certains, encourage la spéculation, puisque le fait de faire revenir la confiance, les spéculateurs repassent frénétiquement en actifs moins liquides. Mais les partisans du prêteur en dernier ressort se disent plus soucieux de résoudre la crise actuelle que de se soucier de la suivante. Ça, c'est très important. Il faut se souvenir aussi que politiquement, les mandats sont quand même très court terme, alors que les cycles économiques sont encore se passent sur en général 2 voire 3 mandats minimum. Donc là, on comprend également l'irrationalité quelque part des décisions qui peuvent être prises. Les transactions aventureuses ont des conséquences qui dépassent vite les seuls responsables. Lorsque le crédit d'une banque est attaqué par la rumeur, ils sont les premiers à se précipiter pour échanger leurs billets. Ils firent confiance dans l'ignorance, ils se défilent dans l'ignorance et la fureur. Une telle précipitation provoque la faillite de la banque, alors qu'avec plus de retenue, ils auraient été progressivement remboursés. C'est ainsi que les faillites se propagent et la crise de confiance devient générale, provoquant la chute des banques les plus renommées. C'est Alfred Marshall qui dit ça. Bien évidemment, on parle là de la crise, de l'expérience de la crise des années 29. Ô beauté du crédit, fondement de notre société moderne, qui dira que nous ne sommes pas entrés dans l'âge de la confiance mutuelle, de la croyance illimitée, dans les promesses de l'homme? Il est particulièrement symptomatique de notre société que chacun puisse se reconnaître instantanément dans cette anecdote familière rapportée par nos journaux et qui met en scène un spéculateur enragé dans des opérations foncières et minières. Je n'avais pas un centime il y a 2 ans et aujourd'hui je dois 2 millions de dollars. Ça aussi, ça porte à réfléchir. La plupart des monétaristes considèrent que les maux nés de la panique se guériront d'eux-mêmes et que l'incendie en brûlant finira par s'éteindre. Le baron James de Rothschild se disait persuadé qu'une augmentation des taux d'intérêt pourrait mettre fin à la spéculation sur les marchandises, en ajoutant que si les spéculateurs peuvent compter sur un crédit illimité, personne ne peut dire l'ampleur de la crise qui s'en suivra. Il y a beaucoup de vrai ici, et lors d'une panique, il est dangereux de vouloir intervenir trop tôt, trop souvent et trop systématiquement. On parle là bien évidemment des banques centrales, voire même pour certains, seulement d'intervenir. Les jusqu'au-boutistes du laisser-faire pensent que le gouvernement doit rester en dehors et laisser le marasme se liquider lui-même. Quand les gens souffrent d'une hémorragie inflationniste, il suffit pour les en débarrasser de laisser retomber la pression. La panique en elle-même n'est pas forcément une mauvaise chose. Elle purgerait le système de la pourriture qui le ronge, les coûts et le niveau de vie s'ajusteraient à la baisse, les gens travailleraient plus, mèneraient une vie plus normale, les valeurs se rétabliraient et les hommes entreprenants renaîtraient sur les décombres laissés par les moins compétents. Ça, c'est Jorgen Peterson, mais on peut reconnaître bien évidemment la loi de Peterson. Les paniques pourraient donc se résoudre d'elles-mêmes si on les faisait suivre leur cours. Et pourtant, ce n'est jamais le cas. Pourquoi? C'est assez simple, politiquement. Les gouvernements interviennent sans cesse
pour juguler au plus vite la panique, bien évidemment, il faut se faire réélire quand même. Quand ils sont gagnés par la panique, les déposants s'empressent de retirer leur argent alors que les banques cherchent à retarder les paiements en espérant une intervention pour rétablir le calme et éviter leur propre faillite. Mais un des moyens d'arrêter la panique consiste tout simplement à fermer les marchés. C'est déjà arrivé 2 fois, voire même 3 fois. Donc en 1873 à New York, en 1914 à Londres, et puis plus récemment, c'était pas une raison, on va dire, par rapport à la panique des marchés, mais c'était par rapport au World Trade Center en 2001 à New York. En général, ce n'est pas recommandé car le feu continue de brûler sous le sol. Cela aggrave souvent la panique car les gens, après une fermeture, ont peur de se retrouver coincés. C'est d'ailleurs un petit peu la même chose que la vente à découvert. Beaucoup de personnes qui sont contre la vente à découvert, qui disent qu'il faut interdire la vente à découvert. À titre personnel, je pense que la vente à découvert, même dans un marché en panique, doit être justement maintenue, parce que la vente à découvert, tout simplement, permet de créer une offre supplémentaire, permet au marché d'être liquide. Et la liquidité, on l'a vu, c'est ce dont un marché a besoin pour garder une certaine confiance. Si vous asphyxiez le marché, que vous le faites paniquer et qu'en plus vous lui retirez des liquidités, il va encore moins apprécier, il mettra encore plus de temps à s'en remettre. Donc, vous pouvez être sûr que même s'ils étaient prêts à conserver leurs titres avant la fermeture, dès que les bourses réouvriront, ce sont les premiers à avoir mis leur ordre de vente, les gens qui ont peur d'être coincés, c'est normal. À savoir que depuis Black Monday, 19 octobre 1987, là aussi, les bourses ont un interrupteur de variation maxi à la baisse, alors c'est différent selon les bourses américaines, françaises, etc., qui une fois atteint, ferme les marchés. Alors vous l'avez sur des valeurs et vous l'avez sur les marchés au sens général. Pour éviter que les crises bancaires ne se propagent, depuis 1934 existe une garantie sur les dépôts. Cette garantie sur les dépôts, c'est juste pour vous faire plaisir et pour vous éviter de paniquer, parce que la garantie, en fait, elle garantit sur rien. Donc autour des 100 000 $ en règle générale, 100 000 € pour nous en France. Ce qui vise à offrir une garantie sur les dépôts pour éviter justement que les déposants, par crainte de faillite, ne retirent leur argent, aggravant de même, de ce fait, la crise. En France, nous avons aussi la loi Sapin 2 qui permet de bloquer les retraits sur assurance vie, notamment. Si ces lois peuvent paraître antidémocratiques, c'est bien que les États veulent se prémunir de la force destructrice de la psychologie des foules. Je vous invite à lire le livre de Gustave Le Bon, qui date de 1895, et quand on le lit, on se rend compte que rien n'a changé. Donc la psychologie des foules, c'est vraiment un élément très important, peu importe tout ce que l'on pense savoir aujourd'hui, cet aspect psychologique, c'est humain, et je dirais même c'est animal. La vraie question est maintenant de savoir si l'on peut prévenir les crises financières d'arriver. Certains pensent que oui, avec une réglementation bancaire stricte. D'autres, bien évidemment, prônent justement une déréglementation totale. Donc, les banques sont censées marquer le marché, c'est-à-dire valoriser leurs prêts et leurs investissements chaque jour, non pas au coût initial, mais au prix du marché, ce qu'elles oublient de faire bien souvent. Et c'est actuellement le cas, ce qui fait qu'on peut dire, certains économistes disent évidemment que les prix sont faux, les prix de marché sont faux. Logiquement, leurs réserves devraient pouvoir également faire face au remboursement de prêts douteux et faire l'objet de provisions. Donc ça, c'est Bâle et compagnie. Donc depuis 200 ans, le gouvernement permet à des banques ne respectant pas ces règles d'être sauvées et de continuer leurs activités. Il faut donc renforcer les fonds propres des banques et réfléchir à des moyens de les contrôler. Contrôler les phases de crédit euphoriques pour justement prévenir les crises financières. Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais dans le monde de l'entreprise comme dans le monde bancaire, si diviser les responsabilités, c'est éviter les abus, diviser les responsabilités, c'est également de ne donner de responsabilité à personne et c'est faire mourir l'innovation, la compétitivité et la future productivité. Et ça, c'est ce qui fait mal à un grand nombre d'entreprises et également du coup donc à l'État et au peuple. Le prêteur en dernier ressort. Depuis 300 ans, il est admis que pour remédier à une crise, il faut qu'une autorité monétaire décide d'une émission d'urgence d'un certain type de papier que les banquiers, les marchands et le public acceptent. La panique étant alors surmontée puisque la confiance revient, la liquidité revient. Les banques centrales se trouvent dès lors confrontées à un dilemme et on est en plein dedans. Car elles ont pour fonction principale de défendre la valeur de leur monnaie nationale tout en évitant que le coût de l'argent soit maintenu artificiellement bas pour éviter la future spéculation et les crises à répétition à venir. Mais en cas de crise, la Banque centrale doit soutenir les transactions commerciales
en offrant des escomptes abondants au marché et surtout bon marché, pour modérer la fureur d'une crise et surtout sa durée dans le temps. Déjà en 1848, Bagehot donnait sa théorie sur l'offre monétaire et on peut comprendre pourquoi aujourd'hui le papier a remplacé le métal. Il disait quoi? Il disait le grand défaut d'une circulation monétaire purement métallique est que la quantité de monnaie ne peut s'adapter instantanément à toute modification soudaine de la demande. Désormais, avec le papier monnaie, qui peut être imprimé en quantité illimitée, quelle que soit la soudaineté de la demande, il nous semble qu'il n'y a plus aucune objection de principe aux émissions inopinées de papier monnaie pour répondre à des augmentations inopinées et importantes de la demande. Donc quand il y a un besoin de monnaie, c'est bien qu'il y a un squeeze au niveau de la liquidité. Ce pouvoir d'émission de billets est une responsabilité immense, dont il ne faut pas abuser et il ne doit être utilisé que dans des cas rares et exceptionnels. Sur les 10 dernières années, on n'a pas trop l'impression qu'on est sur des cas rares et exceptionnels. Donc, alors, doit-on se préoccuper de la panique du jour ou du boom du lendemain? Il est des temps où les règles et les précédents ont force de loi, d'autres où il est dangereux de s'y conformer. Ça, c'est Thomas Joplin qui dit ça. Le paradoxe, c'est qu'on se trouve dans le dilemme du prisonnier. Les banques, en termes de crise, doivent, pour enrayer la panique, continuer de prêter, mais également laisser le marché suivre son propre cours pour prévenir les crises futures. À travers toute l'histoire, c'est aujourd'hui qui prime sur demain. Et on comprend pourquoi, lors d'aucune crise, la théorie du laisser-faire a triomphé. C'est simple. Du coup, on ne sait toujours pas si le laisser-faire est finalement mieux que l'interventionnisme, puisqu'on n'a jamais laissé faire réellement. De mon côté, je pense que le marché a toujours besoin d'un stabilisateur, mais c'est le pouvoir d'émettre de la monnaie qu'a celui-ci qui est à double tranchant. Et à double tranchant sur quoi? Sur la confiance. Parce que si le peuple, les marchands et les institutions se mettent justement à penser que l'argent imprimé en quantité illimitée, finalement, n'a plus de valeur, c'est là où on rentre dans de l'hyperinflation. C'est là où est le danger. Car trop peu et trop tard, et la crise se poursuivra, trop et trop tôt, et on ira plus vite vers la crise de demain. Et donc ça, c'est le dilemme du prisonnier qu'ont toutes les banques centrales, justement, sur aujourd'hui comment on régule l'économie avec les taux d'intérêt, avec également les injections de monnaie. La bonne règle serait, au fur et à mesure que la confiance revient, de continuer à prêter librement aux emprunteurs solvables, tout en remontant au fur et à mesure les taux d'intérêt. Plus la croissance se solidifie pour ainsi toujours augmenter la masse monétaire, tout en évitant qu'elle crée un nouveau boom si le coût de cet argent frais est trop bas. Mais tout l'art est de ralentir la machine de la croissance sans pour autant la transformer en panique. Une fois qu'un crack se produit, il faut attendre suffisamment longtemps pour que les entreprises insolvables fassent faillite. Mais pas trop pour éviter que la crise ne se propage aux entreprises solvables confrontées dès lors à un besoin de liquidité. Parce que ce que l'on veut, c'est que les mauvaises entreprises et les mauvais managements se fassent dégager et que les mauvaises entreprises fassent faillite. Pour que le capital qui leur a été alloué puisse être alloué, pour qu'on évite de réinjecter du capital là-dedans parce que ça ne sert à rien, pour qu'on puisse réellement injecter du capital dans des business qui réellement relancent la compétitivité, relancent la productivité et donc relancent un cercle vertueux de l'économie. Et ça, c'est important. Mais du coup, toute la question, c'est toujours ce dilemme de savoir laisser suffisamment de temps pour que les mauvais élèves se fassent dégager par le marché, mais pas trop pour ne pas trop attaquer le marché pour que même les bons élèves commencent à ramer. Et c'est là où justement est toute la complexité. Donc il est toujours délicat de savoir si trop peu et trop tard vaut mieux que trop plein et trop tôt. En 1857, par exemple, le Trésor américain contribue à l'aggravation de l'inflation en intervenant trop tôt, alors qu'en 1873, il intervient trop tard et laisse la panique s'installer. Il y a bien évidemment tout un tas d'autres exemples, le but c'était d'un petit peu couper court. Le bon timing, comme pour tout, c'est un art, et quelque chose que l'on ne peut qu'évaluer a posteriori. Voilà un petit peu pour cet article. Donc l'idée, comme vous l'avez compris, c'est pas d'avoir justement une idée fixe sur la chose. Comme vous l'avez compris, quand on étudie l'histoire économique, l'histoire des marchés, c'est très intéressant justement,
mais il faut éviter de se biaiser psychologiquement à penser que nécessairement les mêmes causes mèneront aux mêmes effets. Et donc c'est là où ça devient très intéressant, et c'est là où ici où je dirais qu'il faut avoir finalement une réduction de son ego, à se dire justement que finalement on ne pourra savoir si on était à un virage, si on était réellement à un tournant, que a posteriori. Donc c'est ça. Et donc actuellement, tout ce que l'on fait, c'est qu'on étudie les scénarios, on choisit les scénarios qui ont le plus de probabilité de succès, et c'est comme ça qu'un investisseur doit fonctionner, pas avec des certitudes. Voilà un petit peu pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires également, ce que vous avez trouvé bien, une autre façon de penser également, si vous le voulez, justement, pour continuer à augmenter l'objectivité de tout ça, hein, bien évidemment, parce que la vérité est toujours un petit peu au milieu. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Salut les graphes!